Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous aujourd'hui, rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la nouvelle librairie dont on a parlé tout à l'heure avec Grégory Rouze, qui a subi ce que vous savez, François Bousquet. Excellent auteur. Excellent auteur en plus. Donc voilà, procurez-vous son dernier livre. C'est la seule réponse qu'on puisse donner aujourd'hui à ces prix littéraires qui boycottent la droite. Et tout de suite, vous nous parlez du prince Harry. Oui, et de Mégane, sa femme, la marâtre. Un roi sans divertissement est un homme plein de misère, se lamentait Pascal, Blaise Pascal, qui ne nous dit pas si la maxime s'applique aussi au prince. J'avoue cependant que le dévergondage sans fin du prince Harry se prête assez mal aux méditations pascaliennes, d'autant que c'est lui qui fait des misères à son roi de père et à son dauphin de frère. Le prince Harry, c'est vraiment un ami qui ne vous veut pas du bien. Je crois qu'il aurait voté sans ciller la mort du roi en 1793, comme Philippe d'Orléans, son aîné dans la carrière. Au fond, Harry est le prince égalité des Anglais. Quel gâchis tout de même. Il avait une jolie bouille, ronde et joviale, une tignasse rousse sortie d'on ne sait quel croisement génétique de saxons en colère, d'angles furieux et de jutes débraillées. Un garçon plein de fougue. Je suis sûr que le grand Rudyard Kipling l'aurait adoré. Il l'aurait embarqué avec lui en Inde dans le grand jeu. Harry aurait fait les 400 coups avec Kim. Il aurait appris la vie avec Mowgli dans le livre de la jungle. Il aurait peut-être été roi dans un coin perdu d'Afghanistan, comme dans la fabuleuse nouvelle de Kipling. De tous les Windsor, c'était le moins apprêté, le plus naturel. Sur la photo de famille, entre les grands cordons et les mines sévères, il jurait toujours un peu avec sa gueule de cockney, coincé entre les lords et la gentry en haute forme. Bref, tout cela faisait de lui le chouchou du public, cadet dans l'ordre de succession, mais premier dans le cœur des Britanniques. Patatras. L'ours brun était en peluche. Il faisait pleurer Margot, c'est lui qui pleure à ses pieds. Méconnaissable, le chouchou abritait une chochotte. Pire, le chouchou a déchu au rang de premier toutou de compagnie de madame son épouse Mégane, avec un H, pas comme les voitures Renault. Comme dans un conte pour enfants, la sorcière lui a jeté un sort. Elle a transformé le fier cockney en cocker anglais, aux oreilles tombantes et au museau perpétuellement humide. Aujourd'hui, ce n'est plus que le perroquet de sa greluche à qui il tient la main en souriant niaisement, comme dans un roman photo, le regard attendri d'un bœuf des Highlands qui contemple la fille du boucher sans comprendre qu'il va bientôt être découpé en pièces. Tel était son destin, sûrement. Lui et Mégane devaient se rencontrer. Il a des taches de rousseur, elle a des grains de beauté. Il est indigne, elle est indigente. Il perd ses cheveux, elle lui fait perdre la tête. Il a de l'argent, elle le collectionne. Il aime le cricket, elle aime le croquet. Il est fou, elle est fourbe. Il lui a offert un mariage en carrosse, elle est sa fille Carabosse. Et si la perfide Albion, c'était elle? Tout ce qu'il a perdu, elle l'a gagné. Depuis leur rencontre, elle est au comble du bonheur, arborant son immuable sourire fabriqué de mijaurée. Mais attention, si elle n'y prend pas garde, il risque de lui arriver la même mésaventure qu'à Madame Verdurin, le personnage de Marcel Proust dans La recherche du temps perdu, qui, à force de fou rire tapageur, finit par se décrocher la mâchoire. À un siècle de distance, la Verdurin semble une prémonition de la Markel. C'était une sorte d'influenceuse fin de siècle qui tenait salon et qui a fini par épouser un prince de Guermantes, pas le plus brillant de la famille, loin de là, mais quand même. Ni plus ni moins que Mégane. Harry est le rôle de sa vie. Elle, l'actrice de seconde zone, a décroché la lune, l'Oscar de la meilleure croqueuse de diamants, la roturière devenue princesse. La voilà enfin installée à demeure dans le Gotha. Mais elle reste ce qu'elle a toujours été, tout au plus une snob, un mot forgé à partir de sine nobilitate, sans noblesse. C'est toute la différence entre l'aristocratie et l'artistocratie. La première est commandée par un noblesse oblige, la seconde par une noblesse désobligeante. Plus que snob, d'ailleurs, Mégane vous snob du haut de ses talons aiguilles et de ses caprices. Les témoins à charge se pressent à la barre pour l'accabler. Elle n'a cessé d'humilier et de harceler le personnel du palais de Buckingham. Au Canada, où le couple s'est un temps replié, elle a épuisé 15 gardes du corps diligentés par Scotland Yard, qu'elle traitait comme des larbins, selon leurs mots, à charge pour eux de préparer le café de madame et de lui enfiler ses chaussons. Les commentaires habituels la concernant, qu'ils émanent de photographes ou de majordomes, c'est qu'elle est insupportable. Un défilé incessant de vanité. Une sorte de Amber Heard qui aurait ferré et flairé un Johnny Depp beaucoup moins indocile que l'original. Au moins Johnny Depp s'est-il fait tout seul. Mais Harry,
Sans l'institution qu'il piétine, il ne serait qu'une unité statistique de plus dans la génération Y, quelque part entre le concept marketing et l'enfant gâté, un type sans filtre pour qui la monarchie n'est qu'une sorte d'émission de télé-réalité trash. Ce qui l'autorise à dire qu'il a tué 25 talibans comme dans un jeu vidéo, pris de la cocaïne, perdu son pucelage à 17 ans, ou bien à colporter des rumeurs infondées de racisme contre sa famille, alors qu'il faisait la fête, plus jeune, en costume nazi. Un déguisement que Meghan n'a curieusement jamais essayé. La tête d'affiche, c'est elle. L'ex-prince Harry n'est que le suppléant, titre de ses mémoires fracassants. Un joli coup éditorial au passage. Lancement simultané en 16 langues, mieux que Barack Obama, une avance de 20 millions de dollars que le couple s'est partagé. Mais cela ne les empêche pas de jouer à Cosette chez les Thénardier et à Étienne Lantier chez les Rougon-Macquart, chez les Windsor. Qu'on les plaigne. Avec leur modeste livret A, ils sont parvenus à acheter une petite chaumière en Californie, 15 millions de dollars tout de même, et ils veulent déjà la revendre. Descriptif, 1350 mètres carrés, 16 salles de bain, spa, piscine, cours de tennis, et vue imprenable sur le carré VIP des ultra-riches du showbiz et sur leur poulailler, le hameau de la Reine au fond. Mais il n'est pas Marie-Antoinette qui veut. C'est là que le duc et la duchesse de Sussex, seul titre qu'ils ont conservé, jouent aux damnés de la terre devant les caméras. Netflix leur a déjà versé 100 millions de dollars. Alors Harry a beau jeu de contrefaire, fils de famille désargenté, il est aussi crédible qu'un prince saoudien au RSA qui se débattrait dans ses crédits à la consommation. Harry n'a d'ailleurs pas seulement mis dans la corbeille de la mariée sa réputation, ses titres et sa notoriété, mais la dot, et croyez-moi, elle était au moins aussi coquette que la mariée. Outre la très généreuse cassette de la reine et du futur Charles III, son père, il y avait les 13 millions de rentes que sa mère lui a laissées. Alors pour la vulnérabilité sociale, on repassera. Meghan est toxique. Harry l'est devenu. C'est la toxicité au carré. Le point de rencontre du syndrome de Calimero, lui, et pour Meghan du syndrome de la fée Clochette. Pas celle de Walt Disney, mais celle de J.M. Barrie, l'inventeur de Peter Pan, méchante, jalouse, mesquine. Elle lui a appris à laisser grand ouvert le robinet à pleurniche. Et on sort détrempé de la moindre entrevue avec eux, flottant dans un bain de larmes et de livres sterling. Après de 40 ans, Harry découvre que sa vie n'a été jusque-là qu'un long calvaire, certes dans la soie, une vallée de larmes dans une coupe de cristal. C'est Meghan qui l'a éveillé. Ce qu'est le wokisme au sens littéral du mot, en lui apprenant ce jeu de rôle qu'est le racisme systémique ou le privilège blanc. Écoutons-le, Harry, confesser le sien à Oprah Winfrey, la diva des intervieweuses. C'est beau comme une autocritique maoïste. Vous savez, lui dit Harry, quand vous vous rendez dans un magasin avec votre enfant et que vous ne voyez que des poupées blanches, est-ce que vous vous demandez pourquoi il n'y a pas une seule poupée noire? Et c'est juste un exemple de ce que nous, en tant que personnes blanches, ne pouvons pas percevoir contrairement à une personne de couleur noire. C'est une situation que nous ne pouvons pas comprendre car le monde a été créé par des blancs pour des blancs. Fermez les guillemets. Il fallait oser, n'est-ce pas? Eh bien, il a osé. Cela vaut les sparadraps beiges structurellement racistes de Rokhaya Diallo, qui nous ferait presque regretter les sparadraps du capitaine Haddock, mais de cela, au moins, on parvenait à se défaire. Merci beaucoup François Bousquet. En tout cas, si ces deux personnages sont toxiques, on peut dire qu'ils vous inspirent. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Léman et directeur de la Nouvelle Librairie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.